Donc Guillaume Prado, je suis médecin du sport au CHU à Brest et je vais vous parler d'un petit protocole qu'on a lancé en partenariat avec la ville de Brest et la fac et le pôle France de voile à Brest également. Donc celui-ci s'intéressait en fait à l'impact du port de la combinaison et du gilet de sauvetage sur les capacités cardio-respiratoires. Donc j'espère que vous êtes bien accrochés après manger là parce que je vais vous parler de physio. Ça va pas être du gâteau. Alors juste un petit mot pour introduire notamment la planche à voile. Donc vous voyez, en la Fédération française de voile, c'est quand même 74 000 licenciés et on a entre 10 et 15 000 véliplanchistes loisirs et compétition. Il y a de multiples disciplines, dont la RSX qui est actuellement le support olympique jusqu'aux Jeux de Tokyo cet été. On a un très très beau palmarès qui est méconnu du grand public mais plutôt intéressant. On a Charline Picon qui était médaillé d'or à Rio, Pierre Lecoq médaillé de bronze. On a un certain monsieur qui s'appelle Antoine Albo qui est 24 fois champion du monde d'une autre discipline. Et finalement, on est face à un sport qui est relativement polyvalent, qui requiert beaucoup de capacités à la fois musculaires et aérobie. Mais il y a également une grosse contrainte technique, le matériel, la stratégie de course, la météorologie. Donc vous voyez, c'est un sport où en fait, il faut être relativement bon dans beaucoup de disciplines. Sur le plan physique, on est vraiment sur un travail aérobie, mais également anaérobie. On le verra peut-être sur une petite vidéo, mais on est travail de ce qu'on appelle de pumping versus planning, et qui sont vraiment dépendants des conditions sur l'eau. La réglementation sur les compétitions internationales, c'est le port d'une combinaison thermique qui a une flottabilité de 50 newtons, qui a été définie au niveau international, associée à un gilet de sauvetage. Donc le but du jeu, c'était de voir un petit peu quel était l'impact de cet équipement sur la performance. Donc ça, c'est pour illustrer un petit peu l'aspect de ce sport. Globalement, une compétition de RSX, ça se passe comment? C'est 5 jours de rang, où vous avez en moyenne 3 à 5 manches par journée. Une manche, il faut compter quand même une demi-heure à 3/4 d'heure d'effort, où en fonction du vent, les gens vont les véliplanchistes vont soit planer, donc ils seront pieds dans les straps au harnais, sur un travail plutôt musculaire isométrique, ou à l'inverse, l'absence de vent va les contraindre à produire ce qu'on appelle du pumping pour avancer le plus vite possible. Donc vous imaginez que sur une demi-heure, c'est quand même assez éprouvant. Alors, on a regardé un petit peu dans la littérature qu'est-ce qui avait été fait sur les équipements, notamment la combinaison. On retrouve qu'en planche à voile, il y a eu quelques petites études de fait qui montrent finalement qu'on s'attend vraiment à ce que ce soit un effort important, puisqu'on a une VO2 max, un pourcentage de la VO2 max qui est assez élevé en pratique courante, quel que soit le type de conditions. Chez les plongeurs, qu'est-ce qu'on retrouve? On retrouve un impact négatif du port de la combinaison sur ce qu'on appelle la capacité vitale forcée. Donc la capacité vitale forcée, juste pour vous rappeler, c'est le fait d'inspirer le plus profondément possible et d'expirer le plus vite possible par la suite jusqu'à épuisement. C'est un peu le principe de la sarbacane quand vous allez expulser votre balle. Au niveau du triathlon, on a des publications qui montrent qu'à la sortie de l'eau, les triathlètes peuvent avoir des œdèmes pulmonaires. Ça a été mis en évidence sur des échographies faites à la sortie de l'eau. Donc ça, c'était assez surprenant. Et il y a d'autres études qui montrent que le port de la combinaison, en fait, pourrait redistribuer un petit peu les volumes sanguins et notamment une augmentation du volume intrathoracique et a priori de la précharge cardiaque. On a également aussi la notion de syndrome de loge chronique, ça a été montré il y a quand même pas mal d'années, notamment au niveau des avant-bras où la compression en fait, du néoprène peut produire des tableaux de syndrome de loge chronique. En revanche, sur le gilet de sauvetage, on n'a aucune donnée dans la littérature, ça n'a pas trop été évalué. Donc en fait, ce projet a été construit sur cette base et sur le fait aussi que les compétiteurs, notamment au Pôle France, ont une plainte récurrente, c'est que dès qu'ils mettent une combinaison intégrale l'hiver, on a tous une sensation d'oppression et une sensation de pas être hyper à l'aise. Donc on voulait vraiment la caractériser. Donc notre hypothèse principale, finalement, c'était que le port de la combinaison de gilet de sauvetage impacte négativement les paramètres cardio-respi au repos, mais également à l'effort. Pardon. Donc ce que je vais vous présenter, c'est très formaté étude, article. Donc l'objectif principal, c'était vraiment d'étudier l'effet de l'équipement au repos
Pourquoi au repos en objectif principal? Parce qu'à l'effort, ça n'avait jamais été fait, donc on avait besoin de partir d'une base déjà connue. Donc on est parti des résultats de la littérature. Mais ce qui nous intéressait le plus finalement, c'est les conditions réelles. Et donc c'était d'étudier plutôt les effets de l'équipement sur la fonction respiratoire à l'effort. Et de caractériser l'impact éventuellement retrouvé au repos sur l'effort. Donc notre critère de jugement principal, ça restait la capacité vitale forcée, comme on l'a vu chez les plongeurs qui étaient diminués significativement. Et tout ce qui était critères secondaires, on avait les boucles débit-volume, donc avec le débit expiratoire de pointe, le VEMS, et les caractéristiques de l'épreuve d'effort, donc la VO2 max et tout ce que vous pouvez trouver comme paramètre sur une épreuve d'effort. Donc matériel et méthode. Le design de l'étude était relativement simple. On a inclus des hommes et des femmes de 18 à 35 ans qui pratiquaient la planche à voile. Le gros critère d'inclusion qui nous a posé de problème, c'est qu'après avoir demandé avis au cardiologue référent, il fallait que, pour pouvoir leur faire faire un test d'effort en combinaison, pour rester dans le cadre légal, il fallait qu'ils aient déjà eu une épreuve d'effort cardio-respiratoire préalable normale. Donc vous imaginez que tout le monde n'a pas eu de VO2 max dans sa vie. Donc les inclusions ont mis un petit peu de temps à se faire. Les critères d'exclusion étaient relativement simples. C'était notamment les anomalies sur le CG de repos, mais aussi tous les antécédents pulmonaires, notamment la prise de bêta-2 mimétique, pardon, les corticoïdes, etc. Alors le design, c'était une étude monocentrique, donc faite au Centre de médecine du sport de Brest, de type crossover, donc en fait chaque sujet était son propre témoin. Ça consistait vraiment en 2 visites, une première visite avec ou sans équipement, et la deuxième en fonction de la première. Donc il y avait une randomisation effectuée lors de la première visite pour savoir est-ce que vous alliez porter l'équipement ou non. Donc cette étude a fait l'objet d'un CPP pour rester dans les clous. On faisait un petit examen classique au début, un ECG, et ensuite une boucle débit-volume, puis l'épreuve d'effort. Donc le but du jeu, ce n'était pas forcément de reproduire les conditions réelles, mais c'était surtout d'avoir des conditions de laboratoire identiques avec comme seule variable d'ajustement l'équipement. Donc ça a été réalisé sur un ergocycle magnétique, et voilà, dans des conditions identiques. Donc pour vous donner une petite idée, vous voyez, là le monsieur ici a un gilet de sauvetage relativement épais avec une combinaison qui faisait 5-4 mm, donc relativement importante. Les statistiques, elles ont été faites par le Centre d'investigation clinique du CHU selon un modèle linéaire mixte. Donc je ne rentre pas dans les détails, mais en gros, on prenait des facteurs, des biais, notamment l'équipement pour tester l'hypothèse principale. On écartait aussi l'effet période pour savoir s'il y avait une influence de passer avec l'équipement sur la première visite ou la deuxième visite. L'effet sujet pour les corrélations intra-individuelles et l'effet carry-over qui est retrouvé, c'est l'effet de suite qui peut être retrouvé dans les études en crossover, mais nous on avait seulement 2 tests, donc ce biais n'existe pas. Donc pour les résultats, là vous voyez, on a inclus 34 sujets, donc c'est-à-dire ça représente quand même 68 tests d'effort, donc ça prend du temps. On a commencé en fin 2018 et puis on a terminé une bonne année plus tard. On a eu de la chance qu'on n'a pas eu de perte de vue, donc on a réussi à garder tout le monde. Pardon. Sur les données générales, alors vous allez voir, on avait relativement des jeunes, 24 ans, l'IMC était plutôt correct, avec 14 compétiteurs, 10 au niveau international, 3 nationales. On avait seulement malheureusement 6 féminines, mais relativement sportifs, parce que vous voyez, ils étaient quand même à environ 9 heures de sport par semaine. Et on avait seulement un patient qui avait un antécédent d'asthme qui était stable et non traité. Alors sur les résultats, donc vous avez les résultats en avant-première parce qu'on les a eus que très récemment. Alors sur la capacité vitale forcée, au repos, finalement, on n'est pas du tout comme les plongeurs, on n'a pas trouvé de différence significative. En revanche, sur des critères secondaires de repos, vous voyez que la capacité vitale lente, le volume de réserve expiratoire ou le débit expiratoire de pointe étaient modifiés significativement. Le volume courant VT, le volume de réserve inspiratoire et le VEMS, eux, n'étaient pas modifiés, mais diminués, mais pas suffisamment. Alors nous, ce qui nous intéressait, c'était surtout à l'effort. Donc vous voyez, il y avait une chose très très intéressante, c'est que finalement, une fois en combinaison, avec le gilet de sauvetage, tous les véliplanchistes réalisaient un test bien plus mauvais, puisque leur temps d'effort était diminué d'environ 1 minute,
et ils réalisaient un palier maximum inférieur, enfin un palier de moins par rapport à leur test sans équipement. Contre toute attente, il n'y avait pas de modification du débit de consommation, enfin de la VO2 max. Et on a constaté également une petite perte de poids augmentée d'une manière significative après l'effort, ce qui paraît logique. Concernant la réponse ventilatoire, alors j'ai pas de courbe à vous montrer, ça aurait été peut-être un petit peu plus explicite, mais ce qui est ressorti, c'est que arrivé en milieu d'effort avec équipement, les véliplanchistes se mettaient à avoir une ventilation bien supérieure du fait d'une fréquence respiratoire largement augmentée. Ce qui fait qu'arrivant en fin d'effort, leur fréquence respiratoire était diminuée, ils avaient un volume expiré bien moindre et qui est probablement le reflet d'une fatigabilité. Donc il y avait vraiment une modification de la stratégie ventilatoire. Autre surprise, sur la réponse cardiaque, la FC max, elle, n'était pas du tout modifiée. En revanche, la fréquence cardiaque de réserve, elle l'était, du fait qu'à chaque test, les véliplanchistes partaient d'une fréquence cardiaque de repos bien plus haute. Alors ça, on pourra la discuter, mais ce qui fait que quand on fait ce qu'on appelle le rendement avec la pente delta VO2 sur delta watt, finalement, pour une même puissance, les véliplanchistes consommaient bien plus. Et alors, autre marqueur très intéressant qu'on appelle la puissance circulatoire de pointe, qui est la tension artérielle systolique au maximum multipliée par la VO2 max, qui est un reflet de la fraction d'éjection du ventricule gauche, était significativement altérée. C'est-à-dire qu'on peut évoquer peut-être l'effet d'un impact cardiaque sur de l'efficacité de la pompe, si vous voulez, du fait du port de l'équipement. Alors par rapport, comme je vous disais, à la littérature, il n'y a pas grand-chose. Si on discute un petit peu le critère principal, vous voyez qu'en moyenne, les véliplanchistes avaient déjà des bonnes capacités vitales, 4,95 litres en moyenne, sans puis restreinte à 4,8, donc on perdait à peu près 100 millilitres, donc soit pas grand-chose, vous voyez le petit P qui n'était pas significatif. Donc c'est pas compatible avec ce qu'avaient retrouvé les plongeurs non immergés sur l'étude de Schellart en 2005. Alors on peut évoquer l'épaisseur de l'équipement, un phénomène d'anticipation, c'est discutable. Sur les critères secondaires, ça va vraiment dans le sens des études sur les plongeurs au sec également, puisque eux retrouvaient un syndrome restrictif à minima, avec une diminution de la CVL, la VRE et le DEP, mais eux retrouvaient également, à l'inverse, une restriction en haut avec une diminution du volume courant et du réserve inspiratoire. Donc là, est-ce qu'il y a un impact de limitation élastique de la combinaison ou anatomique du gilet sur la position du vélo? Là, ça se discute. On peut également aborder le fait que peut-être qu'ils ont un niveau de base de départ qui est diminué, donc du coup, on peut avoir un syndrome restrictif à minima. Les critères secondaires à l'effort, donc je vous l'ai dit, ils ont une puissance maximale aérobie qui est diminuée, ils avaient un palier de moins, avec une puissance circulatoire modifiée et une modification de la stratégie ventilatoire. Alors il n'y a aucune étude, je n'ai pas retrouvé d'étude comparable directement qui mesurait l'impact de la combinaison à l'effort. Donc c'est difficile, j'ai juste trouvé une étude chez les cyclistes, une étude assez intéressante, sur les positions aérodynamiques des cyclistes pro, qui mesuraient un petit peu leurs paramètres à l'effort. Et effectivement, eux mettaient en évidence, après leur avoir mis des petites nouilles dans l'œsophage pour mesurer la fatigabilité du diaphragme, qu'en position vraiment de contre-la-montre, ils avaient une fatigabilité bien plus importante et une diminution de la PMA, de la stratégie, une modification également de la stratégie ventilatoire. Donc ça peut aller également dans ce sens. Donc finalement, les origines de la limitation, cette étude ne va pas permettre directement de les montrer. On peut juste avoir des tendances, notamment sur le plan pulmonaire, il existe probablement un syndrome restrictif à minima et très probablement une fatigabilité des muscles respiratoires avec cette modification de la stratégie ventilatoire et une augmentation de la fréquence respiratoire en milieu d'effort qui se casse la gueule en fin d'effort. Sur le plan cardiovasculaire, là ça reste difficile à mettre en évidence. L'épreuve d'effort va vous permettre d'avoir des reflets, mais on n'a pas mis de cathéter intracardiaque pour vérifier qu'il y avait une modification de la pression de la précharge ou de la post-charge. Mais du fait d'une puissance circulatoire de pointe vraiment modifiée, on peut se poser la question. Et sur le plan musculaire, ce qui ressortait globalement, c'est que les véliplanchistes, quand ils sortaient de leur épreuve d'effort, ils se plaignaient surtout de leurs jambes.
vraiment une sensation de tétanie des cuisses. Donc on peut se poser la question, est-ce que c'est un effet indirect du fait de l'épuisement d'une limitation ventilatoire, ou vraiment la compression, comme elle a été décrite au membre supérieur, qui peut donner une tétanie un petit peu préalable. Donc les limites de l'étude, la difficulté, c'est qu'on ne peut pas faire la distinction entre l'effet du gilet de manière isolée, l'effet de la combinaison de manière isolée. On ne peut pas authentifier vraiment l'impact de la température, même si avec combinaison, il ne chauffait pas plus que ça. Le protocole était sur ergocycle et non pas sur une planche à voile, donc on a des estimations de la VO2 max, etc., mais on n'a pas les données précises, et donc voilà, je rappelle que c'est des conditions de laboratoire. Les perspectives, on pourrait imaginer pourquoi pas une VO2 portable et les mettre sur l'eau, parce qu'en pratique, ils tombent très peu à l'eau, même si ça coûterait cher s'ils tombaient avec l'appareillage. On pourrait être un peu provocateur en se disant est-ce que ça serait pas finalement plus dangereux de porter un gilet de sauvetage, parce que quand on regarde le nombre de noyades en planche à voile, on pourrait se dire que le gilet de sauvetage n'a qu'une vocation à sortir la tête de l'eau, parce que la combinaison vous permet déjà de flotter, elle a la flottabilité suffisante, sauf qu'un coup sur deux, vous avez le bec dans l'eau ou la nuque dans l'eau, donc il faut avoir un petit peu de chance. Il y a également une perspective d'amélioration des produits avec les équipementiers, même si là je pense que je ne me suis pas fait des copains avec cette étude, et la discussion autour de l'intérêt, voilà, comme je vous disais, du gilet. Un petit changement non pas pour Tokyo, mais pour Paris 2024, changement de support, donc tout le monde passe sur foil, et également l'apparition du kite foil, donc il y a d'autres contraintes. Donc peut-être moins de pumping, déplacement de position, enfin le travail musculaire un petit peu différent, mais probablement toujours aussi physique. Voilà.